Salut à tous, c'est Sully Perfect Ten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le numéro 29 du Morceau Catch, qui va notamment faire la part belle au prochain pay-per-view de la WWE, à savoir le King and Queen of the Ring, qui va se tenir samedi prochain, le 25 mai. Ça y est, un pay-per-view qui va enfin se tenir, puisque on se souvient que l'année dernière, il était prévu, puis il avait finalement été remplacé par un Night of Champions. J'avais eu l'occasion d'ailleurs de faire un petit coup de gueule à l'époque pour dire que Night of Champions, c'était pas un pay-per-view où tous les titres étaient défendus, puisque on avait même des matchs sans titre défendu. On pense à Trish Stratus contre Becky Lynch et Brock Lesnar contre Cody Rhodes. Voilà. Bref, voilà. Maintenant, ce tournoi a lieu cette année. Il avait été du coup reporté à l'année suivante, et cette fois-ci c'est le cas. Comme Triple H aime bien le faire. Les tournois, évidemment. Ça, c'est un peu un petit point commun qu'on pourrait lui associer avec Tony Khan, c'est cette passion pour les tournois. Ça, c'est sûr qu'on n'en manque pas du côté de la VVE. Et le tournoi masculin et le tournoi féminin battent leur plein actuellement. Et on touche bientôt au but. Et on aura deux finalistes femmes et deux finalistes hommes à déterminer la semaine prochaine. Et évidemment, les deux finales lors du pay-per-view. On parlera de tout ça tout à l'heure. Et comme je le titre dans ma vignette, les masques vont tomber. On va dire qu'il y a de bonnes chances. Ça y est, on approche du but concernant le Wyatt Six. On va appeler ça comme ça pour l'instant. Et tous ces QR codes, tous ces indices qu'on nous balance ici ou là. J'en reparlerai au tout début, là, lors des pronostics de King and Queen of the Ring. On va tout de suite passer donc au sommaire de ce Morceau Catch. Le voici. Évidemment donc les pronostics de King and Queen of the Ring, et on terminera dans la seconde partie comme d'habitude par le top 5 des matchs du mois écoulé, ou plus exactement des 3 dernières semaines, puisque je me cale sur les pay-per-view VVE et forcément entre Backlash et King and Queen of the Ring, il n'y a pas beaucoup de temps. Ça s'enchaîne assez vite, et ça sera pareil d'ailleurs pour Clash at the Castle. Donc là on enchaîne, on va dire, des pay-per-view avec seulement 3 semaines d'écart. Donc ça fait pas beaucoup comparé aux habituels, on va dire 4 semaines, voire 5, qui peuvent arriver de temps à autre. Voilà, donc on va commencer tout de suite par le gros morceau, à savoir les pronostics donc de King and Queen of the Ring. On va commencer par le poster. Le voici, le poster, voilà, qui permet de rappeler, alors il y a une petite erreur d'ailleurs de la part de la VVE, à droite de l'écran, on peut voir 12 PM Eastern Time. Alors en fait, 12 PM, donc c'est 18 heures pour nous, mais en fait c'est le kick-off. Donc 18h c'est le kick-off, mais le vrai début du pay-per-view c'est à 19h, donc 13 PM, 1h, 13h chez eux, donc du coup 19h, donc l'heure française, c'est l'heure qu'il faut retenir. 18h, bon, on sait jamais, on sait jamais, il peut toujours y avoir un match du kick-off, on sait jamais, il n'y en a pas beaucoup, mais on nous a fait le coup en Australie. Donc on peut avoir une petite surprise, même si j'y crois pas des masses. Donc je vais plutôt miser, on va dire, sur de la parlotte du côté de Stamford en parallèle, et le pay-per-view donc tout de suite après. Voilà, on peut constater aussi que d'ailleurs que sur ce poster, bon, pour l'instant tout le monde est là, à part donc Jade Cargill et Bianca Belair. En tout cas, vu le tournoi et vu comment ça se présente, Bianca Belair, elle est encore là, mais bon, Jade Cargill a été éliminée, donc on pourra pas voir les deux. Mais ça n'empêchera pas peut-être leur double présence lors du show, et ça dépendra aussi du résultat de Belair en demi-finale, parce que bon, si Belair se fait sortir, bon, après, bon, il y a des petites histoires là, qui sont en train de se faire du côté avec Nia Jax, donc on sait jamais, elles peuvent toujours intervenir, on verra. Mais bon, comme je vous le dis chaque fois, les posters, ça peut donner une indication, mais ça marche pas forcément à tous les coups par rapport aux présences à venir dans le show. Voilà, on va commencer par le premier match. Donc pour l'instant, il y en a 5. Et je me demande, je pense qu'on va même rester comme un format backlash, un format à 5. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'en mettre un autre. Je pense qu'on est bien. D'autant plus que bon... Alors avec le tournoi, c'est un peu chiant parce qu'on a des matchs, on connaît toujours pas la teneur, et on va les connaître
Notamment, on va connaître la teneur que pour la veille pour le lendemain, hein, pour les deux finales. Ça, c'est un peu emmerdant. Donc, je pense qu'on ça suffira. On n'a pas besoin d'avoir un sixième match, à mon humble avis. Hein. Allez, on va commencer par le premier match, à savoir Triple Threat Match, comptant pour le titre intercontinental entre Bronson Reed, le champion Sami Zayn, et Chad Gable. Donc, si on revient un peu en arrière, hein, on se souvient qu'après avoir remporté un gauntlet match, Sami Zayn avait gagné donc le droit d'affronter Gunther à Mania, et que Maître Gable, Master Gable, avait entraîné Sami Zayn hein, pour l'aider hein, à remporter ce titre intercontinental. Et en retour, hein, Sami Zayn avait promis à Gable hein, une opportunité en quête de victoire. Et ce qui est arrivé, donc Sami Zayn a fini par s'imposer, à prendre le titre. Il lui a offert une opportunité chez lui à Montréal. Hein, donc Sami Zayn qui défendait son titre, donc du coup pour la première fois face à Gable à Montréal. Problème, c'est que du coup Sami Zayn a gagné et que Gable n'a pas digéré cette défaite et a pété un câble et a turné heel en s'attaquant à Sami Zayn et face à la femme en plus de Sami Zayn, et que du coup l'animosité a grimpé entre Sami Zayn et Gable. On a vu Bronson Reed attaquer Sami Zayn hein, aussi hein, en réclamant aussi sa part du chien hein. Il voulait aussi ce titre intercontinental, et on a eu du coup un match de championnat entre Reed et Zayn, et Gable a attaqué justement Sami Zayn. Donc ça a fait un DQ. Bronson Reed évidemment s'en est mêlé, il s'en est pris aussi à Gable. Donc ça a foutu la merde, et puis on sentait venir le triple threat de plus en plus. Lorsque Gable et Bronson Reed se sont affrontés aussi la semaine suivante, Sami Zayn forcément, il a attaqué les deux. C'est parti dans un autre brawl, DQ à nouveau. Et voilà, petite promo backstage de Sami Zayn avec un petit mot en arabe d'ailleurs pour dire qu'il affrontait les deux en Arabie Saoudite pour son titre. Triple threat match, voilà, simple. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, un match qui peut être sympa, je pense. On va avoir des styles différents. Moi, l'affiche me plaît plutôt. On a un Bronson Reed, voilà, qui quand même monte en puissance, qui est plutôt là un peu mieux booké ces derniers temps. Un Sami Zayn, voilà, donc fraîchement champion, qui doit encore continuer à monter en puissance aussi et de faire à crédibiliser son règne, et une histoire évidemment avec Chad Gable qui commence à durer, et avec une histoire aussi avec l'Alpha Academy en parallèle. Donc il y a des choses à raconter, c'est plutôt pas mal. On a un triple threat qui donc forcément sous-entend un UDQ, donc ça sera intéressant de voir ce que notamment Otis et Akira Tozawa pourront faire. On a vu d'ailleurs que Gable a donné un match à Otis hein, contre Sami Zayn, et à Akira Tozawa contre Bronson Reed. Hein, évidemment, bon, le résultat était logique. Victoire de Bronson Reed assez expéditive, et victoire de Sami Zayn. Ce qui était intéressant, c'était surtout le post-match après la défaite d'Otis contre Sami Zayn, où de plus en plus on sent que voilà, Otis il est pas loin de péter un câble et de se retourner contre Gable, hein, et le public déjà, on sent qu'il est déjà vachement derrière Otis, hein, qui est très over de toute façon depuis longtemps, et on sent venir hein, forcément le pétage de plomb, et façon Virgil hein, contre Ted DiBiase, ou même façon Alex Riley contre le Miz, hein, pour ne citer que ces deux exemples-là, et qu'à un moment donné, ça partira avec une feud de mid-card, on va dire, entre Otis et Gable, voilà, qui vaudra ce qu'elle vaut, mais ça sera, voilà, au moins il y aura eu du build-up, voilà, et ça aurait été au moins bien construit et logique surtout, puisque évidemment Gable, lui, il veut retrouver cette chance d'être champion intercontinental, et donc là il a cette chance, mais il veut aussi que Tozawa et Otis et Maxine Dupri, on va dire dans une moindre mesure, l'aident dans cette quête, quoi. Donc c'est vraiment vraiment tous derrière Gable, quoi, hein. C'est très égoïste de sa part, mais voilà, c'est que tout le clan soit soudé derrière lui pour l'aider à prendre ce fichu titre intercontinental, quoi, qu'il a toujours pas réussi à avoir. Donc ça c'est l'histoire. Donc on va voir ce que Tozawa et Otis pourraient éventuellement apporter s'ils interviennent dans le match. Maintenant, le pronostic pour moi il va être clair. Victoire de Sami Zayn, qui sera évidemment
la grosse star du match, hein, l'énorme babyface, hein, puisque maintenant, depuis qu'il peut aller en Arabie Saoudite, hein, on le voit, il a pris la place de Mansour en quelque sorte, et c'est maintenant le gros babyface ultime du côté de l'Arabie Saoudite. Et voilà, il est ultra popé, et évidemment, la victoire, pour moi, elle est quasiment inéluctable. En plus, il est en début de règne. Donc pour l'instant, en tout cas, jusqu'à maintenant, bon, on voit pas trop un Triple H dans un esprit de faire des règnes courts. Pour l'instant, on l'a pas trop vu. Alors oui, on va mettre de côté le cash-in, hein, qu'on a vu à Mania, hein, pour McIntyre, mais c'est très particulier, c'est un cash-in. Mais sinon, en termes de règne, bon, c'est vrai que les règnes sont plutôt longs globalement avec Triple H, hein, c'est toujours sa lubie des records. Donc voilà, pour l'instant, d'ailleurs, c'est ce qui manque, hein, je pense. Il faudrait pouvoir nous surprendre de temps à autre, hein, et en nous surprenant justement, et d'avoir des règnes qui peuvent aussi durer 2-3 mois, et pas plus que ça, hein. Ça peut arriver. Il y en a toujours eu dans le passé des règnes courts, et il faut aussi, à un moment donné, pouvoir surprendre les fans, les suiveurs, parce que là, à ce moment-là, les pronostics sont trop faciles, parce que, je veux dire, c'est comme avec Cody ou comme avec Reigns dans le passé. Enfin, à ce moment-là, on pronostique toujours les mêmes, quoi. On pronostique les champions, puisque ça change jamais. Donc ça aussi, il faudrait nous surprendre. Donc là, pour l'instant, bah non, j'arrive pas à être surpris. Je peux pas être surpris par le résultat qui s'annonce, quoi. Victoire de Sami Zayn, je pense, un sympathique triple threat. Je pense qu'il va être bon. On va avoir 3 catcheurs, voilà, chacun dans leur style, et ça va être plutôt sympa, je pense, à suivre, avec peut-être une petite dose de storytelling donc autour de l'Alpha Academy. S'ils font le voyage, en tout cas s'ils sont là, du côté de l'Arabie Saoudite, voilà, si on leur donne autour d'un quart d'heure, ce sera très bien, et je ferai peut-être plus le pin sur Gable, hein, de la part de Sami Zayn, pour protéger Bronson Reed, et puis si par hasard Otis, plus que Tozawa, mais surtout parce qu'on a l'impression que la focale elle se fait sur Otis, si Otis fait la boulette et provoque la défaite de Gable, bah ça se raconte et ça continuera de nourrir toujours ce début de tension ascendant entre Otis et Gable jusqu'à l'explosion, et voilà, cette fuite de mid-card qui aura lieu peut-être pour cet été, on verra, mais en tout cas elle va pas trop tarder, si on continue comme ça. Voilà, donc un bon petit match à venir. Moi ça me va, voilà, on est dans un pay-per-view, un peu de transition aussi, plus ou moins de transition, donc je m'attends pas à d'énormes bouleversements, mais en tout cas ce match fera, je pense, le taf. On va passer maintenant au match suivant. Becky Lynch qui défendra son titre, hein, son Women's World Championship, contre Liv Morgan. Donc évidemment, hein, on se souviendra que Rhea Ripley a rendu son titre vacant sur blessure, et que dans la storyline, on va dire, c'est Liv Morgan qu'on est à l'origine, et qu'après ce titre rendu vacant, eh ben on a eu justement une Battle Royale, hein, pour déterminer la nouvelle championne. Becky Lynch l'a remporté, hein, ce qui lui vaut donc ce titre actuellement. Mais Morgan, hein, faut le rappeler, était la dernière personne à être éliminée par donc Becky Lynch dans cette Battle Royale, et elle a confronté donc The Man, et a suggéré, hein, à Becky donc de voir une opportunité, quoi. D'autant plus qu'on a vu ensuite que Liv Morgan avait battu Nia Jax, hein, ce qui était quand même une sacrée performance, hein, juste pour le dernier match de Jax à Raw, avant de partir à SmackDown, hein, pour la draft, après la draft. Et donc du coup, bah oui, on a vu après en coulisses Becky Lynch qui lui a dit oui, que tu mérites un title shot, quoi. Et donc on a vu la promo ensuite, l'interview, hein, de Becky par Michael Cole. Suite donc après à la draft, hein, où on lui a parlé un peu de ses nouvelles menaces. Alors elle cite Ayla Down, bon ça sonne un peu nulle part. Elle parle d'Alba Fire, bon, elle parle de Kiana James, bon, elle met en avant les nouvelles têtes, hein, on va dire, d'Euro. Voilà. J'oubliais même au passage qu'elle avait cité aussi Lyra Valkyria, hein, bien entendu, sa compatriote. Et puis évidemment, Liv Morgan se pointe, et voilà, bon bah elle lui dit, t'as pas l'impression d'avoir oublié quelqu'un là, et puis surtout, il est où le title shot que tu m'avais promis la semaine dernière, quoi. Alors évidemment, bon, à ce moment-là, Becky Lynch, elle lui dit, ah bah attends, tu m'as pas laissé finir, je comptais justement donner un title shot à King and Queen of the Ring. Bon,
Ouais, on y croit tous. Bon, bref, elle l'avait oublié, hein, elle l'avait oublié. Elle comptait pas du tout lui donner ce title shot en fait. Hein, c'est qu'une menteuse, c'est pas une vraie babyface, hein, Becky Lynch en fait. Hein. Bref, elle a aucune valeur. Voilà, bon bah finalement, bah, c'est comme ça que ça se passe en fait, hein, le title shot. Becky avait aussi rappelé à Liv Morgan hein, que qu'elle ne l'avait jamais battu. Hein. Morgan, bon, elle acquiesce, hein, elle dit que oui, Becky a raison, mais qu'aujourd'hui, voilà, elle a trouvé son objectif et avec son objectif, elle sera capable de la battre. Hein, son objectif, c'est d'avoir tout ce que Rhea Ripley aime, et c'est précisément le titre. Hein, donc ça tourne un peu autour de Rhea Ripley. Damage Control, hein, d'ailleurs, est arrivé ensuite sur le ring et Dakota Kai avait dit que Morgan avait un match pour le championnat, un match de championnat, mais pour n'avoir rien fait en fait, hein. Même pas mérité. Et Dakota Kai dit ok, c'est ok, hein, mais car pendant ce temps, Damage Control va avancer dans le tournoi Queen of the Ring et Damage Control va encercler le ring et Dakota Kai va dire que c'est le moment de montrer qui dirige Raw et Damage Control va entrer sur le ring et Morgan va décider finalement d'y laisser Becky seule. Hein, on pensait que ça allait être un peu du 3 contre 2. Finalement Becky, Morgan s'en va, donc Becky est isolée. Damage Control va attaquer Becky à 3 contre 1, mais Valkyria va alors arriver pour aider Becky à chasser Damage Control du ring. Voilà, ça c'est un peu les éléments un peu plus de contexte, puisque finalement on se rend compte que ce Becky Lynch contre Liv Morgan, il a aussi d'autres aspects autour, hein, c'est-à-dire Damage Control qui essaye de se refaire une petite santé après donc son arrivée du côté de Raw à la draft et avec de nouveaux objectifs et essayer évidemment de reprendre un titre quoi hein, notamment on va passer au titre par équipe et puis évidemment au titre de Becky du côté notamment de Io Sky quoi hein, après avoir perdu le sien à SmackDown, enfin son titre de SmackDown à Mania. Donc voilà, ça c'est les nouveaux objectifs. Et puis évidemment on se retrouve à nouveau face à Becky, hein, Becky qui a eu beaucoup de problèmes avec Damage Control dans le passé, hein, la feud avait déjà été très longue. Donc du coup les routes se recroisent à nouveau du côté de Raw. Et puis il y a évidemment les Valkyria, la nouvelle venue, compatriote de Becky Lynch, qui avait quand même eu le mérite de prendre le titre NXT à Becky. Hein, on se souvient, il y a quelques mois de cela, du coup Becky Lynch avait mis over sa compatriote et ça avait lancé du coup Valkyria dans un run, on va dire un run, j'irais convenable de championne NXT. Dernièrement qu'elle a perdu donc contre Roxanne Perez, hein, qui est maintenant l'actuelle championne NXT. Et donc maintenant elle est call-up dans le main roster, on le sentait venir. Maintenant il faut encore qu'elle progresse, hein, c'est pas encore parfait. Moi je l'aimais même mieux d'ailleurs du côté de NXT UK, c'est là que je l'avais repéré, je l'avais trouvé plus en jambes. Bon, je trouve que c'est pas encore du grand Valkyria on va dire. Faut même son finisher, son Nightwing est un peu mollasson je trouve, pas assez percutant, donc pas assez crédible du coup. Donc voilà, il y a des choses à parfaire. Et par contre oui, l'association entre Becky et Valkyria, bon, c'était forcément un truc à faire. Et donc on a l'impression qu'il y a du coup cette espèce de feud avec Damage Control qui est pour l'instant à 3, hein, parce que malheureusement la pauvre Asuka est sur le flanc et bon, on sait pas quand est-ce qu'on va la revoir, mais en tout cas on va pas la revoir tout de suite. Du coup on a Damage Control qui est à 3 et Becky Lynch donc la championne qui est là, mais avec les Valkyria qui va être là un peu en soutien et Liv Morgan un peu voilà en mode un peu solo, un peu faux folle, qui va surtout tourner autour de Becky Lynch. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on peut résumer les choses par rapport au contexte. Le pronostic, alors j'ai pas trop de doutes par rapport au pronostic. Je donne la conservation du titre par Becky Lynch, hein, qui vient un peu la même logique que Sami Zayn. Elle vient de prendre son titre à la bataille royale. Donc je vois pas de changement. Morgan, ça pue la challengeuse de transition. Moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur ma chaîne, Morgan en championne, ça m'a jamais convaincu. J'ai trouvé que le costume était trop grand pour elle quand elle l'a été du côté de SmackDown. Son règne était vraiment pas bon. Et voilà, c'est bien dans la mid-card, mais pas plus. Voilà. Pour moi, c'est pareil que Naomi, je l'ai mis dans le même sac. C'est bien pour être dans la mid-card, mais pas pour être championne, vraiment de ta division, quoi. Voilà, ça reste mon avis perso, bien entendu. Non, je ne vois pas Morgan s'imposer là-dedans. Ce qui peut être intéressant, c'est plus, je dirais, ce qui se passe autour et aussi comment va se dérouler la finale féminine du Queen of the Ring, parce que selon ce qui va se passer
dans la finale, bah, ça peut aussi avoir une incidence sur ce match entre Becky et Morgan. On ne sait pas encore l'ordre des matchs. Peut-être que la finale aura lieu avant le Becky Morgan, ou peut-être après. De toute façon, il n'y a pas le choix. Ça sera soit avant, soit après. Mais en tout cas, il y aura peut-être une incidence. Peut-être que justement, si le Becky Morgan a lieu avant, ce qui va se passer va aussi impacter du coup la finale du Queen of the Ring. Ça peut aussi aller dans l'autre sens. Ah oui, on peut avoir des choses des deux côtés en fait. Donc c'est pas facile de prédire, je dirais, le scénario, même le double scénario qu'il pourrait y avoir aussi bien du côté de la finale que du côté du match de championnat. En tout cas, je ne serais pas surpris au vu des choses, des personnes en place, qui ait une incidence sur les deux, dans les deux matchs. Parce que je pense que quand on regarde le bracket, on voit que ouais, Valkyria, bah, ouais, elle avait battu Dakota Kai. Là, elle se retrouve là en demi-finale face à Io Sky, donc un nouveau damage control. Elle est reliée maintenant à Becky Lynch, qui est donc, on va dire, l'une des cibles principales de damage control. Donc oui, forcément, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ça. Donc je pense même qu'on va aller au-delà, ça va continuer, je pense, la feud, et que après ce Becky Morgan, on aura encore Damage Control qui va s'en prendre à Becky. Lyra Valkyria sera là aussi, donc je prédis déjà même un tag match entre Becky et Lyra, et deux membres de Damage Control, peu importe lesquels, peut-être Io Sky et Kairi, Dakota Kai, bref, deux des trois. Ça pourrait même arriver dès le prochain Raw, enfin dès le Raw qui suivra King and Queen of the Ring. Voilà, et le match, bon, ça peut être sympa, mais bon, voilà, je restais quand même sur un souvenir relativement bon de leur match de Day One entre Becky donc et Morgan. Même si j'avais trouvé que Becky était un peu redescendu au niveau de Morgan pour essayer de la mettre en valeur. C'est un peu comme ça que je l'avais vu à l'époque. Il y a eu d'autres matchs depuis, on en a vu récemment, mais je retiens surtout celui-là. Voilà, mais je vois pas une tuerie, quoi. Ça fera pour moi un 3,5, 3,75, vraiment au max de ce qu'on peut avoir. Voilà, faudra pas que la fin soit trop overbookée. Maintenant, ce qui va se passer à Raw aussi, dans le prochain Raw, va peut-être aussi avoir des conséquences, puisque forcément Valkyria va affronter Io Sky en demi-finale, donc forcément là aussi on peut s'attendre à voir du Becky et du damage control, et comme on a une Liv Morgan qui n'arrête pas de suivre finalement tous les faits et gestes de Becky, bah, si Becky intervient dans le match, Morgan va suivre, et on voit que c'est que ça finalement, puisque les affaires de damage control ça l'intéresse pas, on l'a vu, damage control arrive, cerne Becky, Morgan elle s'en va. Et on l'a vu là au dernier Raw, en fait, Morgan elle s'en prend qu'à Becky en fait, elle s'en va. Lyra Valkyria elle comprend pas, elle regarde ça, mais voilà, pour l'instant il n'y a rien de physique entre Morgan et Valkyria, c'est vraiment que autour de Becky. Maintenant, je serais pas surpris qu'il y ait une autre feud de mid-card qui se prépare entre Liv Morgan et Lyra Valkyria aussi, ça peut être aussi quelque chose d'envisageable, avec du coup plusieurs affaires finalement entremêlées, mais ça manque un peu de face quand même dans tout ça. Est-ce qu'il n'y aura pas aussi du renfort du côté face? Bon, pour l'instant j'ai pas trop d'idées là-dessus, faudra voir comment ça va évoluer, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, victoire de Becky Lynch, donc Liv Morgan n'arrivera toujours pas à battre Becky Lynch, et je pense que le coup d'après qu'on pourrait envisager du côté de l'Écosse, ce serait d'avoir Becky contre Io Sky notamment, ou alors un peu à l'instar de ce qu'ils ont fait à NXT, d'avoir une Becky qui va je dirais offrir un match de championnat à sa compatriote, donc à Lyra Valkyria, pour avoir ce match 100% irlandais sur le sol écossais. Bon, voilà, ça peut être pour faire plaisir, on va dire, à ceux qui sont au Royaume-Uni, voir ce match-là. Pourquoi pas, ça peut être aussi une idée. Et peut-être que le Io Sky contre Becky Lynch serait encore un coup d'après, peut-être pour le Money in the Bank, voire SummerSlam. Ça dépendra aussi de comment ça va se passer du côté de Rhea Ripley aussi, quand est-ce qu'elle va faire son retour aussi, bien entendu. Voilà, en tout cas, pour moi, victoire de Becky Lynch. On va passer maintenant au match suivant. Là, ça va être plus compliqué.
puisque là on va parler des deux finales, hein, des deux tournois, et on n'a pas encore les finalistes, mais on va commencer par les femmes, à savoir. Donc voilà, le bracket. Voilà, tout ce que je peux faire pour l'instant, c'est de présenter le bracket à jour. Donc on rappelle les demi-finales du côté d'Euro, Io Sky, Lyra Valkyria, et à droite, côté SmackDown, Nia Jax contre Bianca Belair. Donc on ne sait pour l'instant pas quelle sera la teneur de la finale. C'est bien ça qui pose problème. J'aime pas. Alors on a l'impression de se retrouver sous Vince. Quand on avait des matchs annoncés la veille pour le lendemain, j'aime pas me retrouver là-dedans, dans cette situation où on découvre les matchs la veille, et donc il va falloir attendre le prochain SmackDown, qui aura d'ailleurs lieu à Jeddah, hein, dans la même arène, hein, à Jeddah Superdome, donc vraiment l'endroit où il y aura le pay-per-view. Donc la veille, on saura seulement quelles seront les finales masculines et féminines. Donc c'est pas très confortable, je trouve, notamment pour faire les pronostics. Bref, on n'a pas le choix maintenant. Donc on ne peut se contenter que de ce qu'on a. On a, je pense, une demi-finale du côté d'Euro qui me semble assez indécise entre Io Sky et Valkyria. Triple H, on le voit, on le sent, hein, il a essayé de mettre en avant les nouvelles têtes, hein, dans les deux tournois. On le verra aussi du côté des hommes. Et là, clairement, c'est le Valkyria qui est mis en avant. Tout de suite, on l'associe à Becky Lynch, qui est la championne, donc c'est déjà un gros coup pour elle. Elle élimine Dakota Kai, elle élimine Zoe Stark, donc ouais, c'est plutôt pas mal. Et donc là, elle a un gros morceau avec l'ancienne championne de SmackDown, quoi, hein, l'ancienne Women's Champion, oui. Donc là, avec une catcheuse, on va dire, quasi parfaite, hein, on va dire. Donc là, ça va être très compliqué pour Valkyria. Et puis avec évidemment Damage Control qui tourne autour. Donc là, je vais être obligé de faire des pronostics de demi-finale avant de faire les pronostics de la finale, quoi. Pour moi, c'est le plus indécis. Et en fait, j'ai déterminé plutôt une victoire de Valkyria dans la mesure où, même si d'abord à la base j'étais plutôt parti pour donner la victoire à Io Sky dans ce tournoi, carrément, mais je vois ce qui se passe du côté de SmackDown, où je vois une Nia Jax qui domine pas mal, et qui a réussi à sortir, alors si on peut dire, Jade Cargill, de façon vraiment nullissime, hein, quelle idée de provoquer un DQ, de se faire disqualifier dans un match à tournoi, d'un match à élimination, quoi. Nia Jax a été d'ailleurs la première à vouloir donner un coup de chaise à Cargill, donc c'était déjà con de sa part. Mais en plus Cargill, encore plus con de sa part, elle réplique, quoi. Et là cette fois-ci elle porte ce coup de chaise, hein. Et donc du coup et disqualification. Bon, ils ont vraiment joué la fainéantise totale pour protéger les deux et pour éviter la défaite. Et bon, première défaite de Cargill du coup dans le main roster, ça aurait été par DQ, et un brawl qui pourrait aussi avoir des conséquences. Brawl entre Jax et Cargill, voilà. Et en face, une Belair aussi, qui donc a battu Stratton, alors avec une espèce d'affaire assez particulière autour de ce Black Beach, hein, qu'elle avait utilisé Stratton sur les réseaux sociaux, message qui a été supprimé, le match n'était plus programmé à SmackDown, n'était plus annoncé entre Stratton et Belair, le match est revenu après, le match a finalement lieu, le match était correct. Mais victoire de Belair, du coup, moi je me suis interrogé, je trouvais ça étonnant, d'autant plus que Belair, alors ils l'ont utilisé, je suis content qu'ils l'aient fait parce que j'étais pas sûr qu'ils le fassent. Ils ont utilisé la blessure à la jambe de Belair, en tout cas qui avait été entreprise, cette blessure qui avait été entreprise par Candice LeRae au tour précédent. À ce moment-là, j'avais déjà des petits doutes. Je m'étais demandé s'ils n'étaient pas en train de préparer déjà la protection de Belair dans la défaite, avec ce selling à la jambe. Alors, pas toujours efficace, hein, son selling à Belair. Parfois, il est assez pas très crédible et parfois exagéré. Bref, ce selling donc, de Belair à la jambe sur Candice, je m'étais demandé si ça n'allait pas avoir des répercussions par la suite. Et effectivement, Stratton a réutilisé ça un peu plus tard dans le match. Donc je suis content qu'il l'ait fait quand même, au moins qu'il y ait une cohérence, une continuité. Et bon, malheureusement, Belair s'impose sur une jambe, on va dire, sur Stratton. C'est surtout ça qui me gêne un peu, alors que c'est Stratton qu'on est en train de mettre en avant, hein, actuellement. Et du coup, comme on le voit dans le tournoi masculin et dans le tournoi féminin, les nouvelles têtes, on les met en avant. Et là, je trouvais que cette élimination était un peu prématurée, et du coup, alors ça reste une hypothèse, je m'étais demandé s'il n'y avait pas une sanction quand même, de la part de la VVE envers Stratton. Ça restera confirmé. J'espère qu'il n'y aura pas un gros dépouche derrière, on verra.
Puis ça me semblait assez bizarre. J'ai l'impression que c'était un montage et que c'était pas sa vraie voix en plus, ce qu'on entend dans la vidéo. Bref, enfin c'était assez particulier, hein. Bref, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, donc je vais pas non plus pérorer là-dessus, mais moi, voilà, je me suis interrogé à ce moment-là, et on se retrouve avec une Belair qui, en soi, est championne par équipe, n'a pas besoin d'être Queen of the Ring, hein. Elle le sera pas, moi je le dis déjà, elle le sera pas. Et cette blessure à la jambe, elle est revenue, elle a été bien montrée, amplifiée. Ses échanges avec Cargill, ils en ont parlé aussi. Donc là, elle est bien diminuée, et face à une Nia Jax dominante, on va dire, ça reste d'être compliqué pour elle, et je pense que là, on prépare véritablement la défaite de Belair, et qu'on la protège dans la défaite par avance, avec Nia Jax qui, à mon avis, va s'imposer, va se qualifier pour la finale. Donc pour moi, Nia Jax va aller en Arabie Saoudite. Parce que là, ça serait n'importe quoi. Si Belair élimine Stratton sur une jambe, et qu'elle arrive aussi à sortir Jax sur une jambe, c'est n'importe quoi. Ça serait trop. Elle a pas besoin d'être en finale. Elle est championne tag. Elle a d'autres objectifs. Pour l'instant, elle est en tag. Point. Elle a pas besoin d'être reine du ring. Voilà. Jax, elle, bon bah, en plus l'avantage c'est qu'elle est en train de se refaire. Hein. Forcément, elle a pas réussi à devenir championne du côté de Raw. Elle allait drafter à SmackDown, donc on l'a vu qu'il y avait une petite interaction déjà avec Bayley, hein, qu'elle avait attaqué, donc il y avait déjà une graine plantée, hein, donc Jax on la voit déjà se positionner comme future challengeuse. Ce sera peut-être même pour SummerSlam, hein, ce sera peut-être déjà ça, le gros match on va dire de féminin du côté de SmackDown pour SummerSlam, ce serait Nia Jax contre Bayley. Et pour ça, bah, il faut une Jax crédible. Donc une Jax qui remporte le tournoi, pour moi ça aurait du sens. Et donc tout ça pour dire que Jax, pour moi, ira en finale lors du tournoi. Et effectivement, moi, je la vois gagner. Je la vois gagner. Et comme, quand on regarde les matchs, bah, on a quand même, on voit beaucoup de matchs heel contre face, hein, quand on regarde bien les matchs, globalement, hein. Alors, il y a alors, il y en a qui sont plus populaires, hein. Stratton, elle est populaire, mais elle est heel, hein. Quoi qu'il en soit, elle est heel. Donc là, on est quand même plutôt sur des configurations heel contre face. Et on va voir pareil du côté des hommes. Donc je vais rester sur cette logique. Et comme pour moi Jax, je le vois pas éliminé par Belair, bah du coup je vois une face en face. Et bah en face, bah du coup ça serait Valkyria. Sky, pareil, elle a ce côté aussi un peu populaire, mais bah, elle est quand même heel, quoi qu'il en soit, hein, par essence, puisqu'elle est rattachée à Damage Control. Hein. Donc voilà, pour l'instant, elle est toujours heel. Donc même si effectivement, elle peut être bien accueillie, hein, par l'Arabie Saoudite, un peu comme elle l'avait été à Backlash, hein, notamment à Porto Rico. On pourrait donc avoir d'ailleurs un Sky Belair, hein, comme à Porto Rico, mais bon, ils vont pas le faire, puisque pour moi Belair, pour moi, il y a peu de chances qu'elle aille en Arabie Saoudite, en tout cas qu'elle soit en finale. Donc pour moi, la finale, ce serait Valkyria contre Jax. Voilà, je l'annonce. La victoire de Valkyria sur Io Sky, elle pourrait surprendre, mais je pense qu'il y aura un peu de protection. Il y aura justement les agissements extérieurs qui risquent de perturber les choses, et peut-être même que Morgan, en voulant s'en prendre à Becky, qui elle-même sera arrivée en première dans le ring, pour essayer Becky qui va essayer, on va dire, d'empêcher Damage Control de foutre la merde dans le match contre Valkyria, et d'essayer de distraire Valkyria. Becky arrive, elle s'en prend à Kairi Sane, à Dakota Kai à l'extérieur, et puis bah évidemment Becky qui arrive, et donc forcément Morgan arrive, voilà, parce qu'elle la suit comme son ombre. Donc Morgan arrive, et là c'est peut-être le foutoir qui va peut-être faire perdre Sky, et peut-être chose intéressante peut-être aussi d'avoir Io Sky et peut-être même Damage Control qui va avoir aussi des problèmes avec Morgan. Et c'est peut-être ça justement la troisième fille peut-être un peu surprise qui se retrouverait là. Ce serait Morgan, puisque finalement elle est twinner heel, on va dire, hein, elle est pas totalement heel non plus, je dirais Morgan. Hein. Elle est plutôt sur, je dirais, un mode twinner, donc ça serait pas non plus déconnant qu'elle soit à un moment donné, bah, juste un peu après le tournoi, un peu après le pay-per-view, qu'elle se retrouve finalement associée à Valkyria et Becky pour feuder à 3 contre 3 avec Damage Control. Finalement, parce que tout à l'heure je parlais d'une aide extérieure, enfin d'une troisième fille pour côté face, bah ce sera peut-être finalement Morgan. Hein. Voilà, parce que finalement, bon, elle la laisse se démerder. Morgan pour l'instant, elle laisse Becky se démerder, mais bon.
ça peut vite se, c'est pas, il y a pas une énorme haine entre les deux, hein. Il y a eu quand même du respect affiché dernièrement. Euh, on l'avait vu il y a quelques temps de cela, il y a vraiment récemment, il y avait du respect. Becky lui donne son title shot comme prévu parce que voilà, le mérite, etc., etc. Donc c'est pas une énorme haine, hein. Il y a eu deux trois punchlines, mais voilà, hein, parce que évidemment l'autre elle a gagné, elle a pris le titre parce que l'autre elle l'a blessé, donc c'est un peu Morgan se sent un peu responsable finalement du titre de Becky parce que finalement ça l'avait pas blessé Rhea Ripley, bah, il y aura pas la bataille royale et puis bah, Becky n'aurait pas pris le titre, donc se dit ah quand même c'est un peu grâce à toi, grâce à moi hein, que t'es championne, et puis en plus j'ai battu Nia Jax, voilà, donc c'est un peu tout ça. Donc je pense que ça pourrait aussi arriver de ce côté-là, un 3 contre 3 féminin, donc avec Morgan du côté face, et du coup Io Sky qui se ferait éliminer peut-être parce que Morgan aussi elle aurait voulu foutre sa merde en intervenant en premier lieu sur Becky. Donc, bref, un espèce de millimélo comme ça, à 6 filles. Voilà, et du coup pour moi Valkyria passerait entre les gouttes pour se faire battre par Nia Jax, comme ça on fait d'une pierre deux coups et on met en avant Valkyria qui arrivera en finale, ce sera déjà un beau cadeau, et Nia Jax qui s'imposerait. On a eu une interview d'ailleurs à SmackDown Lowdown où Katie Kelly était obligée, forcée par Nia Jax à dire, à l'appeler Queen Nia, donc elle l'a dit du bout des lèvres, donc elle dit Queen Nia, thank you. Elle s'est barrée. Queen Nia, je trouve que ça sonne bien. Donc Queen Nia, ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait entendre bientôt. Hein, Queen Lyra, si, pourquoi pas. Queen Valkyria, non. Queen Io, non. Queen Sky, ouais. On peut aussi essayer de penser à ça aussi par rapport à l'association des mots, voir si ça peut bien sonner. Mais Queen Nia, ça me paraît pas mal. Voilà, pour moi, donc, Valkyria va perdre en finale contre Jax, et Jax va devenir la nouvelle Queen of the Ring. Et je pense que pour la hit, ça sera parfait. D'ailleurs, moi, en général, je préfère des heels pour être roi ou reine du ring. Je trouve que ça va mieux. Que sinon quand c'est face, je trouve que c'est beaucoup moins intéressant. Et aussi une remarque générale que je voulais faire sur le tournoi, je trouve que moi je suis pas très fan. C'était bien à l'époque, mais je trouve que le roi, la reine du ring, ça t'enferme quand même dans une gimmick, et on a vite fait le tour en fait, notamment les hommes évidemment, hein, puisque les reines ça n'existe pas depuis longtemps, mais les hommes, apporter une couronne, un sceptre, une cape, etc. Ouais, on a vite fait le tour, et y a plus beaucoup de moyens d'être créatif quoi. C'est toujours pareil et on s'enferme dans une gimmick, et bah on l'a vu la dernière fois, Woods, voilà, il s'est fait exploser sa couronne par Roman Reigns, ça n'a pas duré très longtemps, et Queen Zelina, on l'a pratiquement oublié, hein, donc je suis désolé, ça dure pas longtemps. Et ça fonctionne pas à des masses quoi. Ou alors faut être vraiment très très convaincant dans son personnage quoi. Nia Jax, comme elle attire, elle attire de la hit assez facilement, avec la couronne, ça peut donner quelque chose peut-être d'intéressant. J'attends de voir. Et concernant les hommes, ben, on en reparlera tout à l'heure. On verra ce que ça va donner. On va commencer d'ailleurs. On va donc, je le rappelle, victoire de Nia Jax pour moi. Et on va passer tout de suite au bracket masculin. Le voici donc, le bracket masculin. Gunther contre Jey Uso, ça ce sera pour Raw. Et Randy Orton contre Tama Tonga pour SmackDown. Donc à nouveau, configuration heel contre face. Hein, là on le voit quand même souvent, aussi, comme pour les filles. Voilà, c'est quand même un grand classique. Comme je disais tout à l'heure, donc les nouveaux, on les met en avant, hein. Dragunov qui a battu Ricochet dans un excellent match, un bon 4 étoiles, vraiment très très cool. Dragunov contre Jey Uso, c'était bien aussi, en dessous pour moi. Une fin un petit peu légère. Bon, j'aurais aimé en prendre pour 5 minutes de plus. Là, Dragunov, ça me semblait un peu léger pour perdre quand même comme ça. Bon, mais c'est pas mal, hein, on l'a mis quand même en avant. Là, je pense qu'il a fait sa marque. On a vu Carmelo Hayes aussi qui était là aussi, qui a battu Corbin, et là qui a battu Randy Orton. Un très très beau finish d'ailleurs, un super RKO from out of nowhere, qui était bien. Et un autre nouveau venu, c'est Tama Tonga, alors qui est pas forcément on va dire, qui est un bon catcheur, mais qui est pas un excellent catcheur, mais qui a quand même réussi à passer deux tours, notamment contre LA Knight. Bon alors et contre Dawkins, bon c'était pas des excellents matchs, hein, et puis il y a eu beaucoup la Bloodline qui intervenait toujours à l'extérieur, donc c'était pas des excellents matchs, hein, ça c'est sûr. LA Knight donc un peu la déception. Et on notera quand même globalement, hein, les deux tournois, il y a eu quand même beaucoup de problèmes de forfait, hein, en tout genre. Notamment voilà, Zelina Vega, Asuka, Xavier Woods,
Bobby Lashley. Voilà, c'était compliqué de faire de faire ce bracket. Mais bon, voilà, on avance dans ce tournoi maintenant. Gunther contre Jey Uso, donc on peut voir hein, que je pense à l'image du Bianca contre Jade Cargill, on évite le match. Pour l'instant, on évite le match entre Gunther et Dragunov, qui semble évidemment inévitable, et je pense que c'est pour ça qu'on les a mis ensemble à Raw. Hein. Ça a été une grosse feud du côté de NXT UK évidemment en Europe, hein, dans d'autres compagnies, ils se sont beaucoup affrontés, ils se connaissent très bien et c'est toujours très stiff, très intense entre les deux et on va avoir ce banger et même ces bangers parce qu'il y en aura je pense plusieurs. Ça va être extraordinaire hein, quand on va avoir des matchs entre eux et ils réservent ça pour des pay-per-view, je pense c'est pas pour un match d'Euro hein. Ça c'est pas weekly, ça c'est pay-per-view ce Dragunov contre Gunther, ça c'est évident et pareil donc pour Bianca et Jade, on nous le garde sous le coude pour l'instant pour plus tard. Hein, pour l'instant c'est pas tout de suite, c'est pas prévu, faudrait une feud aussi je pense, faut qu'il y ait un turn, un truc. Faut d'abord les laisser faire en tag et on a évité ça, ça me semble intelligent. Même si j'étais un peu déçu que Dragunov sorte face à Jey Uso, on va dire que je trouve ça pas si déconnant de nous préserver ça, parce que Dragunov Gunther, non c'est pas pour Raw ça, c'est vraiment un pay-per-view quoi. Et c'est trop tôt, Dragunov vient d'arriver, on aura le temps de construire ça, et donc bon, pour l'instant on met plus la valeur sûre, donc le gars over de Raw, à savoir Jey Uso, et donc cette perspective contre un gros match contre Gunther, voilà les deux se connaissent bien, ils ont eu une feud et puis un match pour le championnat intercontinental il y a pas longtemps et on sait très bien que Jey avait perdu à Raw avec Jimmy qui était revenu là, on l'attendait pas à arriver comme ça pour sonner la cloche, perturber Jey Uso et puis un peu plus tard voilà Jey Uso va perdre et Jimmy va attaquer son frère et ça va relancer la feud pour Mania. Voilà, on se souvient un peu du contexte. Donc Gunther, que ce soit Dragunov ou Jey Uso, il y avait des choses à raconter, quoi qu'il en soit, des deux côtés. Donc, l'affiche est plutôt sympa. Bon, ça va être difficile, je pense, pour Jey Uso. Gunther, depuis qu'il a perdu son titre, il part sur d'autres objectifs. Ce qui me surprend un peu plus, c'est que après avoir perdu son titre intercontinental, j'étais persuadé qu'il irait vers le titre poids lourd. Bon, pour l'instant, il a pas l'air de partir là-dessus. Et il y a ce tournoi, donc qui pourrait peut-être le mettre aussi dans une attente, hein, dans une espèce de sas, en attendant que ça s'éclaircisse du côté du titre poids lourd, pour qu'il y ait un peu moins de monde, parce que là ils sont quand même plusieurs à postuler. Donc pour l'instant, on va le mettre là. Et en face, c'est un peu logique. Orton Tonga, forcément, c'est la feud du moment, c'est la Bloodline. C'est Orton, c'est Kevin Owens, donc la finale elle se raconte et ça va forcément un peu être tendu, ça va partir en cacahuète, il peut y avoir de l'overbooking. Orton, il l'a rappelé, il a gagné pratiquement tout dans sa carrière, mais il n'a jamais été King of the Ring, donc ça serait aussi une occasion pour lui de l'être. Et puis bon, c'est jamais avec Triple H, hein, les records, les fameux records. Ah, Cody Rhodes, il lui manque le titre des États-Unis pour être Grand Slam Champion. Hein, voilà, on en reparlera tout à l'heure. Voilà, donc Orton, je pense qu'il va aller en finale. Ça paraît logique. C'est le favori contre Tonga. Voilà, il aura quand même passé des tours. C'est déjà surprenant de le voir là, Tonga. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin pour lui. Et pour moi, donc, ça va lui rappeler un peu le G1 Climax, hein, ce qu'il a connu chez New Japan. Mais là, je pense que ça va s'arrêter là. Victoire d'Orton. Mais attention parce que là, alors je trouve que ça refait quand même assez copier-coller avec ce qui se passe avec Belair, mais Orton, sa jambe aussi est en mauvaise posture. On l'a vu là contre Carmelo Hayes et on l'a vu surtout contre AJ Styles au tour d'avant, puisque c'est AJ Styles finalement qui avait finalement initié tout ce travail. Hein. Il est très bon aussi là-dedans. Ça le prépare ses victimes pour son calf crusher. C'est exactement ce qu'il avait fait. Et Orton était pas en super condition au niveau de sa jambe. Et on l'a revu contre Ace, hein, où il avait son genou bandé. Ace qui a essayé de lui arracher. Et il boitait, quoi. Il boitait. Et donc, forcément, c'est un truc qui va être très important et intéressant dans la construction du match contre Tonga. Et quand on connaît la Bloodline, hein, sa férocité, forcément, ça risque, à mon avis, d'empirer avec un Orton qui à mon avis donc va gagner et derrière
un post-match qui va être, à mon avis, hein, je pense qu'on va même finir SmackDown là-dessus, avec un Orton qui va se faire attaquer par la Bloodline au niveau de la jambe, peut-être même se faire pilmaniser la jambe, comme on dit, avec une chaise. Et là, ça serait peut-être l'occasion de faire revenir Owens, hein, qu'on n'a pas vu là au dernier SmackDown, et pour continuer la feud, et donc faire le save. Et là, un Orton, du coup, très très diminué, à tel point qu'on se demande s'il va pouvoir faire cette finale, quoi. Ça serait un peu un truc comme ça, quoi. Il y aurait peut-être un doute, quoi, sur sa participation. Donc, pour moi, Orton va aller en finale. Voilà, c'est ce qui se raconte le mieux. Et donc, je vais rester sur ma logique heel contre face. Gunther, évidemment, pour moi, est le grand favori depuis le départ, hein, Gunther, hein, le grand favori de ce tournoi. Pour moi, il va éliminer Jey Uso. Je veux bien qu'il soit over, Jey Uso, mais bon, à un moment donné, faut pas déconner. Certes, il y a aussi une perspective qui aurait pu être intéressante, c'est d'avoir Jey Uso contre Tama Tonga. Évidemment, ça se raconte, évidemment. Mais pour moi, c'est pas son histoire. Jey Uso, de toute façon, il a pas à être en finale. King of the Ring, ça le concerne pas. C'est pas son truc, c'est pas pour lui. Et puis, je vois pas Jey Uso contre Orton et même contre Tonga, parce que je ne vois pas Tonga passer quoi qu'il en soit. Donc pour moi, c'est même un peu plus clair du côté des hommes que du côté des femmes. Pour moi, ça sera la finale Gunther contre Randy Orton. Voilà, qui est un match inédit, qui a du prestige, et qui irait très bien avec ce que l'Arabie Saoudite aime voir. Voilà, des belles affiches, qui seraient même maniaesques, hein, dans l'esprit, et c'en est une, hein, faut le reconnaître. Alors il n'y a pas de build-up, hein, évidemment, il n'y aura pas de build-up, mais c'est une affiche qui quand même qui a du prestige, et donc Gunther Orton, ça se laisse voir. Pour moi, ça se laisse voir. Et évidemment, alors là, j'ai écouté sa vidéo hier, je rejoins Sturi dans ce qu'il disait. Et je suis exactement sur la même ligne. C'est que la blessure à la jambe d'Orton va permettre justement à Gunther de capitaliser là-dessus, quoi. Évidemment, puisque qu'est-ce qu'il a fait à Kofi, qu'est-ce qu'il a fait à Xavier Woods, il leur a détruit la jambe. Voilà, single leg Boston Crab. Et voilà, c'est comme ça qu'il élimine ses adversaires. Dernièrement, il s'attaque beaucoup aux jambes. Donc évidemment que ça va exactement en phase. C'est en phase avec ce qui se passe actuellement. Donc le blessure d'Orton, Gunther qui attaque beaucoup les jambes de ses adversaires actuellement. Voilà, Gunther va capitaliser là-dessus, évidemment. Hein. En plus, c'est quelqu'un qui aime bien raconter des histoires dans ses matchs, et avoir des matchs longs, hein, c'est ce qu'il a rappelé dernièrement en interview. Et c'est pour ça aussi qu'il a voulu aller dans le main roster, enfin, en tout cas qu'il a accepté d'y être, c'est pouvoir faire ce qu'il veut. Et avec Triple H, il peut le faire, c'est de faire des matchs longs, compétitifs, et qui racontent quelque chose, quoi. Et là, ce sera parfait. Gunther va pouvoir raconter quelque chose et avoir un match bien développé autour de la jambe d'Orton, parce que je pense que du coup Orton il va quand même participer au match. Hein, ils vont pas faire une victoire par forfait, ce serait nul. Donc Gunther va travailler cette jambe forcément, single leg Boston Crab. Et là aussi, ça pourrait protéger Orton dans la défaite. Alors c'est quand même très similaire, hein, à ce qui va peut-être arriver à Bianca Belair, hein, face à Nia Jax. Sauf que là, ça sera pas en finale pour Belair, mais là, ça sera en finale. Donc et puis Orton, mine de rien, il est protégé, hein, il perd pas beaucoup, hein, Orton. Hein. Il fait longtemps qu'il a pas perdu un match, mine de rien, hein, qu'il a pas pris un pin ou une soumission. Donc voilà, ça serait l'occasion de perdre et protéger, de façon protégée quand même, parce que ça reste Orton. Voilà. Donc pour moi, victoire de Gunther. Voilà, pour moi c'est lui le futur King of the Ring, et ça va aussi non seulement ça permet en plus d'avoir une reine du ring, Nia Jax, qui serait à SmackDown, un roi du ring qui lui serait à Raw. Donc là c'est équilibré, et d'avoir deux heels à ces places-là. Je trouve, comme je le disais, que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un roi et une reine heel que face. Et en plus, il y a le Duke Kaiser. C'est bien aussi d'avoir des duos lorsqu'il y a un roi ou une reine. C'est d'avoir des duos, hein, comme on l'a pu voir. Zelina, elle était avec Carmella à ce moment-là. Xavier Woods, il était avec Kofi Kingston. Et là, du coup, on aurait du coup Gunther avec le Duke Kaiser, qui je pense va pas être il fera pas le bouffon, hein, il va pas faire le faire valoir. Je pense qu'il aura un rôle qui sera meilleur que ça, mais je pense que dans la présentation du roi, je l'imagine déjà très bien, lui qui faisait déjà beaucoup les introductions de Gunther. Donc là, introduire le roi du ring finalement,
au micro lors du prochain Raw, je le vois déjà très très bien. Voilà, ladies and gentlemen, I demand all your gratitude for your new king of the ring, Gunther. Voilà, un truc comme ça. Et là, il va arriver avec la cape, la couronne, etc. Voilà, je le vois très bien. Pour moi, ça va très bien. Donc pour moi, Gunther, roi du ring. Avec Orton, il y aura ce sera un peu old school, mais il y aura de la brutalité, il y aura de la technique, il y aura évidemment un heel contre face, donc le public qui sera largement derrière Orton, qui est toujours très over en Arabie Saoudite en plus. Il est déjà très over de manière générale, mais alors en Arabie Saoudite c'est quand même très très marqué. Donc voilà, le public qui sera à fond derrière Orton, ça va bien fonctionner. Et une victoire heel pour moi, victoire donc de Gunther. Voilà, et par rapport donc à ce côté un peu enfermé, on va dire, dans une gimmick de roi, bah, j'attends de voir ce que King Gunther, hein, ça peut être aussi pas mal, hein, ça peut aussi bien sonner, King Gunther, ça rappelle un peu King Booker, là ce serait King Gunther, mais je pense que ça peut le faire. J'attends de voir ce que peut donner Gunther dans ce rôle-là, voir s'il peut s'en tirer et donner quelque chose, apporter quelque chose de neuf à ce rôle, qui va lui permettre au moins de faire autre chose en attendant d'être sur le titre poids lourd. Voilà, pour l'instant, on ne met pas dessus. On verra quel sort lui sera réservé après. Mais je pense que le temps d'avoir des matchs de très grande importance, bah, on va le faire progresser avec ce titre de King of the Ring. Voilà, pour moi, victoire de Gunther sur Orton. Voilà, on va passer maintenant au main event. On le sait déjà, c'est le main event, à savoir Cody Rhodes contre Logan Paul. Alors j'allais donner les titres, bah non, bah c'est très compliqué. Bon, maintenant on le sait, c'est pour le titre Undisputed de Cody Rhodes. Ça a été compliqué, et je peux vous le dire tout de suite, on est passé à deux doigts du coup de gueule, du gros coup de gueule de ma part. Là ils m'ont vraiment fait très très peur, parce que Nick Aldis a offert finalement à Cody son prochain adversaire, et c'était donc Logan Paul. Il est arrivé comme ça, alors aucun mérite, hein. Aucun mérite, hein. Là c'est aucun, pour une fois, pas de tournoi, hein, de la part de Triple H, rien, pas de match de qualif, que dalle. On offre Logan Paul comme ça, allez, on va dire juste parce que c'est l'Arabie Saoudite, et puis voilà, Logan Paul maintenant ça va devenir un habitué de l'Arabie Saoudite, hein. On se souvient d'ailleurs qu'il a pris son titre des États-Unis en Arabie Saoudite, hein, à Crown Jewel. Donc voilà, ça va devenir un habitué, et ça donne un peu un petit côté bling bling, un petit côté star power. Maintenant, il va être un régulier, je pense, de l'Arabie Saoudite. Mais bon, c'est assez feignant, on va dire, là, dans l'esprit. Et voilà, ça s'est échangé quelques punchlines. Logan Paul qui affirme ils vont faire donc le main event du King and Queen of the Ring pour lancer cette ère de la Logan Paul l'évêque, l'ère Logan Paul l'évêque, hein, ou la Logan Paul l'évêque era. Et Cody lui dit qu'un champion contre champion, bah, c'est un challenge qu'il aime. Hein, Logan Paul lui dit que c'est actuellement le champion au plus long règne, hein, de la WWE, hein, mine de rien, c'est vrai. Hein, maintenant que Gunther n'est plus champion, et Reigns pareil. C'est la plus grande attraction de la WWE, hein, il le dit, c'est une superstar. Et Cody a gagné le Royal Rumble en 2023, mais de quoi les gens se rappellent, hein, lors de cette soirée, bah, c'est de sa collision dans les airs avec Ricochet. Et ensuite Cody a gagné à Mania, hein, cette année, mais de quoi ont parlé les gens? Bah, d'Ice Speed et du logo Prime, hein, évidemment, du partenariat avec Prime et de logo maintenant qui est sur les rings pendant les pay-per-view. Logan Paul va mettre KO Cody Rhodes au-dessus de son logo, hein, c'est ce qu'il dit, et il va quitter l'Arabie Saoudite en tant que champion. Donc là-dessus, on se dit ah ok, donc c'est bien pour le titre de Cody. Sauf que Cody Rhodes en chéri derrière, il va noter que bah si bat Logan Paul pour le titre des États-Unis, bah il va devenir Grand Slam champion. Ah, ça y est, il lâche la phrase qui tue. Donc là, le champion versus champion devient carrément un winner takes all. Hein, on comprend ça comme ça. Voilà, il y a ce face-off. Et voilà, on n'en sait pas plus, quoi. Donc là, évidemment, suite à ce SmackDown, j'étais assez chiffon. Parce que les deux phrases de Logan Paul et de Cody laissaient bien clairement entendre que c'était un winner takes all. Hein, les deux titres en jeu. Même si c'était pas annoncé, c'est pour ça qu'il y avait un petit doute, c'était pas annoncé par la WWE, on mettait champion versus champion, point. Et moi je ne voulais certainement pas d'un titre contre titre, parce que je n'aime pas ça, j'aime pas les doubles titres, c'est casse-gueule, c'est chiant, et surtout, on a quand même suffisamment de monde en mid-card du côté de SmackDown, et j'ai pas envie que Cody, parce que
voilà, entre les deux, c'est Cody qui a le plus de chances de gagner, et je voyais pas, j'ai pas envie d'avoir un Cody to belt, juste parce que, à nouveau, c'est Triple H, les records, ça y est, il devient Grand Slam Champion, voilà, je récupère le titre, juste, d'une façon gratuite, très facile, hop, je te prends le titre, alors que voilà, on a Logan Paul qui, alors il n'est pas là tout le temps, mais il a un règne qui est plutôt correct, avec des bonnes défenses de titre, et de la hit facile, donc voilà, ça marche bien à ce niveau-là. On l'a encore vu là dans le dernier SmackDown. Il provoque largement de la hit assez facilement. Donc j'ai pas envie que celui qui détrône Logan Paul soit Cody Rhodes, quoi. Je veux dire, alors heureusement que dans le dernier SmackDown, il y a eu un face-off avec LA Knight qui peut raconter quelque chose pour plus tard, on verra. Parce que c'est quelque chose que j'appelais de mes vœux depuis longtemps, c'est que ce soit LA Knight l'élu qui détrône Logan Paul pour le titre US, mais je voulais certainement pas que Cody récupère les deux ceintures, quoi. C'était n'importe quoi. C'était pour faire quoi après derrière le rendre vacant à nouveau et dire ah bah ça y est, moi, j'ai fait mon boulot, je suis Grand Slam Champion, maintenant démerdez-vous, je vous lâche ma ceinture. Ils allaient pas faire ça quand même. Bref, j'étais chiffon pendant une semaine. Heureusement, ça s'est calmé lors du segment signature du SmackDown d'avant-hier, où finalement Logan Paul a dit non, 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 le contrat, j'ai ramené mon propre contrat, pour moi tu ne mérites pas de concourir pour mon titre des États-Unis, donc je change le contrat et je te propose ce contrat-là. Il y a mon avocat qui est là, à côté, là, j'ai mon entourage, il y a mon avocat, et je te propose plutôt ce contrat où uniquement le titre Undisputed est en jeu. Voilà, et Cody Rhodes, malgré tout, un grand babyface, et dans sa grande générosité, il signe quand même le contrat, voilà. Il évite une charge de Logan Paul, il l'envoie à l'extérieur, et puis derrière, il s'en prend à un des mecs de l'entourage de Paul, il lui envoie une grosse powerbomb sur une table. Voilà la table de la signature du contrat. Voilà comment se termine le segment, et donc on a bien la confirmation, on l'a entendu à plusieurs reprises, et c'est même indiqué, je l'ai lu, c'est bon. Undisputed Championship, donc voilà, uniquement ce titre en jeu. Ça m'a rassuré. Le titre des États-Unis, donc Logan Paul ne le mettra pas en jeu, et c'est tout ce qui compte parce que je trouvais ça n'importe quoi. Voilà, j'ai pas envie qu'il y ait déjà quelqu'un qui se récupère de ceinture. Non, non, non et non. Que les choses soient bien claires. Et il faut donner un os à ronger à cette mid-card justement qui est déjà assez dense du côté de SmackDown. Si le championnat mid-card il est pris par Cody, ça sert à rien en fait. La mid-card, elle fait ses matchs dans le vent, en fait. Il y a aucun os à ronger, quoi. Ce serait nul. Surtout dans un show de 2 heures, voilà. Il faut aussi de la place à la mid-card, mais surtout une place pour un titre, qui est un titre mid-card, qui soit là, quoi. Voilà. Donc pour moi, c'est rassurant. L'affiche, elle est bling bling, elle fera le taf. Ça sera bien pour finir le show. Et le match sera bon, j'ai pas trop de doutes. La hit, elle va arriver très facilement avec Logan Paul. Cody, il va être super popé, c'est un peu comme Orton. Voilà, le heel est très établi, le face, il est très établi. Donc il n'y aura pas de difficulté, on va dire, à s'investir derrière quelqu'un. Et voilà, il y aura les comebacks de Cody, la hit de Logan Paul, et on va se moquer de son adversaire. Et voilà, ça va être assez simple dans le déroulé du match. Et puis voilà, victoire de Cody. Hein, évidemment, victoire de Cody. Ils ont réussi quand même à me faire douter. Hein, s'il y avait eu les deux titres en jeu, j'aurais peut-être eu un léger doute. Mais là, non. Là, non, non. Pour l'instant, hein, c'est comme je l'ai dit, Cody, pour moi, depuis là, il part pour un très long règne. Hein. Ça sera pas aussi long que Roman Reigns. Mais faut pas exagérer. Mais je pense qu'il y en a au moins pour un an. Hein. Donc, pour l'instant, je ne vois pas de danger pour Cody et j'ai pas d'hésitation à mettre Cody, quoi. Voilà, donc pour moi, victoire de Cody Rhodes. Donc finalement, pas de changement de titre dans ce pay-per-view, hein, quand on fait le bilan. Ça reste encore un show de transition comme Backlash, avant de partir vers un show où il risque davantage de se passer des choses, à savoir Clash at the Castle, Scotland. Voilà donc ce que je pouvais dire sur ce match. Hein, voilà, ça sera bien. Ça sera peut-être le meilleur match de la soirée. On verra. Voilà pour ce pay-per-view qui reste encore un pay-per-view B, on va dire, un pay-per-view secondaire où il peut se passer des choses sympas. Et puis je vais terminer quand même par j'en ai parlé tout à l'heure, le Wyatt Six parce que là. On sent que c'est imminent. Ça peut popper à Raw, attention. Ça peut popper dans le prochain Raw, là, avant le pay-per-view. Ça peut popper dans le prochain SmackDown, avant le pay-per-view aussi. Mais ça peut surtout popper pendant le pay-per-view. Bref, je pense que là, la semaine qui vient, c'est la semaine où il va se passer des choses.
Comme je l'indiquais dans ma vignette, les masques vont tomber. Vignette sur laquelle je représente évidemment Alexa Bliss, Joe Gacy, Nikki Cross, Uncle Howdy, hein, donc Bodolas, Eric Rowan et Dexter Lumis. Hein, pour moi, c'est les 6 qui seront les élus, on va dire. Il y a peut-être un petit doute sur Alexa Bliss qui, bah, il y a beaucoup de news qui parlent des 5 autres, mais pas forcément tout le temps d'Alexa Bliss, qui pourtant pour moi est la plus légitime pratiquement de tous, ou en tout cas au moins autant que je dirais que Rick Rowan par rapport au passé qu'elle a avec Wyatt, quoi, et évidemment Bodalas. Je veux dire, pour moi elle est largement dedans, enfin elle a largement de légitimité à l'être. Alors oui, elle a eu sa grossesse, mais bon, ça va, elle a accouché fin de l'année dernière, ça va quoi, ça va faire 6 mois, donc à un moment donné c'est bon, elle peut revenir. Là, en plus, on lui demande pas de catcher, là, pour l'instant, on lui demande juste d'incarner un personnage. Ça va, c'est pas la mort, hein. Pour moi, ça va arriver, là. Il y a eu énormément d'indices, je vais pas revenir dessus. Alors moi, j'aime bien faire ça, donc j'aime bien éplucher tout ce qui sort, les QR codes, les vidéos, les messages cachés, les chiffres romains, etc. J'ai vu des choses, alors personne n'en parle, mais alors je suis peut-être allé un peu loin, mais ce qu'il y a eu la semaine dernière, où il y a eu des chiffres romains qui étaient cachés. Alors il y avait des dates, on pouvait éventuellement effectivement constater qu'il y avait la date de naissance de Dexter Lumis et de Nikki Cross, si je ne m'abuse, mais il y avait des chiffres romains qui étaient collés, comme s'ils étaient en trop. Donc alors, évidemment, bon, bah, l'idée c'était de faire des additions. En tout cas, c'est ce qui a fonctionné, hein, ce qui a permis de retrouver la date de naissance de Cross et de Loomis. Mais je me suis dit, si ça se trouve, ces chiffres romains, on les sépare et qu'on les colle et qu'on ne les colle pas en fin de chiffres, on va dire, en bout de ligne, je les sépare et j'en fais d'autres dates, finalement, des dates autres. Et je me suis retrouvé quand même avec une date en 1984. J'ai fait la recherche pour voir, ah bah tiens, comme par hasard, on se retrouve avec le show Starcade. Et où avait lieu ce show? À Greensboro. Et je vous le donne en mille, où a lieu le prochain Raw, là, cette semaine? À Greensboro. Alors, je sais pas si c'est un hasard, mais quand même. Alors, personne n'en parle de ça, hein. Je suis juste parce que je suis peut-être un peu trop tordu, mais je suis allé un peu plus loin, et je suis tombé là-dessus quand même. Je trouve ça intéressant. Et il y avait donc l'autre date, puisqu'il y avait Nikki Cross et Loomis, donc il y avait 2 dates, avec un chiffre romain collé, que j'ai séparé pareil, et en reformant une autre date, je me suis tombé sur alors c'est un show assez insignifiant, je dirais, qui a eu lieu, si je ne me trompe pas, en 1970. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'était surtout un show qui avait lieu à Toronto. Alors, ça me paraît peut-être un peu loin, mais Toronto, c'est aussi quand même un lieu intéressant puisque c'est le lieu du Money in the Bank. Alors vous allez me dire, c'est au mois de juillet, c'est dans 2 mois, donc ça paraît un peu loin. Mais qui sait si on va pas finalement nous divulguer qu'une partie du clan et qu'on aura la suite la suite et fin de la révélation du clan au Money in the Bank. Comme ça, ils font ça en deux temps. Peut-être que c'est ça qui va arriver, hein. En tout cas, Greensboro, ça on verra. Donc le prochain Raw, va falloir suivre ça de très près. SmackDown, pareil, parce que SmackDown, alors on verra si c'est SmackDown ou le PLE, mais il faut aussi noter que les débuts dans le main roster de Bo Dallas, c'était à SmackDown le 24 mai 2014, donc ça va faire 10 ans. Ça fera 10 ans. Juste justement au moment de SmackDown, ça fera 10 ans. Ah, intéressant. Et pareil pour donc alors on va dire ils peuvent faire l'anniversaire le lendemain, hein. Mais en tout cas les 10 ans, c'est là, c'est au moment en grosso modo de SmackDown ou du King of the Ring. Donc ça va être à ce moment-là. Donc Bo Dallas, les 10 ans, voilà, ça peut être aussi un symbole intéressant. Bref, on sent que ça y est, ça va arriver. Et puis bon, cette vidéo aussi de 55 minutes hein, que j'ai suivi en direct sur Twitch, où il s'est pas passé grand chose, hein, surtout que c'est un peu finalement un récapitulatif de tous les QR codes qu'on avait déjà vus. Donc on n'a pas appris grand chose. On avait la psy, bon c'était un peu long. On n'avait pas non plus masse d'informations. Mais en tout cas, là bon, on va pas nous faire languir trop longtemps. À un moment donné, les QR codes ça va 5 minutes. Et quand on nous récapitule finalement tous les QR codes, c'est qu'à un moment donné ça sent la fin. Ça sent la fin là. Là, il y a les choses qui sont en train de se former, les choses se forment, ça se dessine et les masques vont tomber. Donc il y a possiblement 6 masques qui vont tomber, et même je dirais même
2 masques de plus, 8 masques, hein, comme je l'ai mis dans ma vignette, puisqu'il y a aussi un roi, une reine à déterminer. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de visages qui vont s'afficher là, de nouveaux visages, en tout cas, ou des mystères qui vont être levés pour le King and Queen of the Ring, probablement, on verra. Alors ça m'embête un peu que ce soit l'Arabie Saoudite qui a la teneur, le privilège d'avoir la révélation du Wyatt Six, mais bon, pour l'instant c'est pas sûr, ça peut se faire dans l'euro d'avant. SmackDown par contre ça a lieu en Arabie Saoudite, donc ils vont peut-être avoir cette chance, on verra. Bref, il va se passer des choses là, ou alors on va peut-être juste attendre le post-pay-per-view. Hein. Mais là, c'est vraiment les jours à venir. Là, on va être fixé. Voilà, je voulais quand même en parler de tout ça parce que c'est aussi quelque chose qui tient en haleine les fans, ou en tout cas une bonne partie d'entre eux. Voilà, même si d'un point de vue in-ring, finalement, quand on regarde la composition, en tout cas si c'est bien ce clan-là, elle est pas folle la composition d'un point de vue pur in-ring, hein, en fait. C'est vrai que bon, autant l'univers, ça risque d'être cool. Les promos et tout, mais par contre, bon, in-ring, il faudra pas s'attendre à des merveilles, il faut quand même aussi le rappeler. Bref, voilà, on va terminer cette vidéo comme d'habitude avec le traditionnel top 5 des matchs que j'ai préférés ces 3 dernières semaines, et non pas les 4 dernières semaines, hein, cette fois-ci. Voilà, donc on va commencer tout de suite par le numéro 5 de ce classement. Il s'agit de Koguma et de Hazuki contre Miyu Hamasaki et AZM. C'était lors du show Stardom Golden Week Fight Tour 2024 in Korakuen. C'était le 12 mai. La note 4 étoiles et quart. Match comptant pour les titres Goddess of Stardom, hein, détenu par Koguma et Hazuki juste depuis une semaine avant ce match. Donc c'est les titres tag, hein, pour faire plus simple. Nous sommes donc au Korakuen Hall à Tokyo, le Madison Square Garden du Japon, hein, pour cette première défense de titre de Koguma et Hazuki, et nous sommes dans le main event du show. Une chose est sûre en regardant ce match, c'est qu'il est impossible de s'ennuyer, hein, tellement il est tonique et prenant. Les 4 filles sont souvent en même temps dans le ring, on est quasiment en mode tornado, hein, en fin de compte, mais l'avantage c'est que cela rend le tout fort dynamique avec une cascade de near falls et de save du début à la fin de ce match. AZM est vraiment impressionnante et se montre clairement comme la taulière de son équipe, malgré ses seulement 21 ans, faut le rappeler, tandis que sa partenaire Miyu Hamasaki, avec seulement 2 ans de carrière, est encore bien plus green qu'AZM, hein, usant sans doute un peu trop des DDT pendulaires, mais ne se révèle pas moins une catcheuse prometteuse. Un match vraiment super agréable à suivre, hein, qui passe vite, hein, où le frisson de la victoire nous traverse bien des fois. Les 4 Joshi ont vraiment tout donné, le post-match, comme souvent, met en avant le respect mutuel entre les deux équipes. Hazuki et Koguma forment en tout cas une super équipe, hein, probablement même l'une des meilleures du Japon. Vraiment un super match, fortement recommandé, auquel j'ai donc donné la note de 4 étoiles et quart. On va passer maintenant au numéro 4 de ce classement. Il s'agit de Miyu Watanabe contre Shoko Nakajima. C'était lors du show Tokyo Joshi Pro Yes Wonderland 2024, le 6 mai, et la note 4 étoiles et quart, hein, la même note que le match précédent. Match comptant pour le titre Princess of Princess, détenu par Watanabe depuis le 31 mars seulement, dans un très bon match, hein, face à Miyu Yamashita, dont j'avais d'ailleurs parlé dans mon précédent top 5. C'est la 3e fois que Watanabe et Nakajima s'affrontent. Les deux en sont à une victoire partout dans leur confrontation directe. C'est ici la toute première défense de titre de Watanabe, un match spécial, hein, pour elle d'ailleurs, dont elle dit de son adversaire que c'est celle qu'elle respecte le plus dans le monde, car elles ont passé beaucoup de temps à s'entraîner ensemble au dojo. Elles se connaissent donc très bien, hein, ce qui rend ce match vraiment spécial. On commence le match dans un registre de soumission pour essayer de prendre le dessus sur son adversaire. Watanabe va plutôt s'attaquer au dos de Nakajima, tandis que Nakajima va elle s'en prendre à la nuque de Watanabe, que la championne vendra d'ailleurs très bien. Les comebacks de la championne sont efficaces, notamment sur ce Giant Swing très rapidement porté, suivi d'un nouveau travail au dos sur son Canadian Backbreaker. Les Northern Light Suplex de Nakajima sont également fort réussis. Le match est très équilibré et la challengeuse met la championne en difficulté avec un Hurricane Rana suivi d'un 619. Les Near Falls sont très efficaces et le finish est clean et vient conclure un excellent duel, très disputé, technique, bien raconté et à suspense. J'aurais signé pour 2-3 minutes supplémentaires, hein, histoire d'avoir un ou deux near fall frissons en plus pour intensifier la dramaturgie et l'épicness, mais très franchement, cela ne gâche en rien la qualité de ce match. L'étreinte post-match est belle à voir entre deux catcheuses qui se respectent mutuellement. 4 étoiles et quart pour ce solide match de Joshi que je vous recommande bien évidemment. On passe maintenant au numéro 3 de ce top 5. Il s'agit de Koguma Hazuki contre Crazy Star. C'était lors du show Stardom Golden Week Fight Tour 2024 à Fukuoka le 5 mai.
4 étoiles et demie pour ce match. Et oui, on retrouve Koguma et Hazuki. Match comptant pour les titres Goddess of Stardom, les titres tag donc de la Stardom. Il est intéressant de noter ici que Koguma et Hazuki évoluaient à domicile donc à Fukuoka, car les deux sont nés donc là-bas, et que le nom de leur équipe, hein, FWC, signifie lui-même Fukuoka W Crazy, hein, W étant souvent utilisé en japonais pour employer le terme double. On peut donc appeler cette équipe donc Fukuoka Double Crazy. Asuka et Koguma avaient ici l'occasion de devenir Goddess of Stardom Champions pour la 3e fois de leur carrière. Globalement, on aura assisté à un vrai bon match tag de Joshi, hein, ça allait souvent à une vitesse folle, tantôt à 2 contre 2, tantôt à 2 contre 1 ou bien à 1 contre 1. Belle alchimie, hein, notamment entre Suzuki et Hazuki, hein, qui se sont échangés de belles manchettes, ainsi qu'entre Suzuki et Meisera. On n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer, tellement l'action est vive, avec de multiples nearfall frissons qui te donnent à chaque fois l'impression que le match va se terminer. Il y a une bonne alchimie générale qui se dégage entre les 4 femmes. Suzuki est sans doute un cran au-dessus de Koguma, mais les deux ont été à la hauteur de l'événement, probablement galvanisés à l'idée de se produire dans leur ville natale. De nouvelles challengers se montreront juste après le match, hein, reste à savoir face à quelle championne. Je vous laisse le découvrir si ça vous intéresse, même si vous avez bien compris, le match que je vous ai indiqué tout à l'heure en 5e position, bah en fait ça vous spoil les résultats de ce match, mais bon, c'est pas bien grave, et c'est le hasard des top 5. Hein. En tout cas, c'est un très bon moment qu'on passe, un public au rendez-vous, du rythme et de l'émotion, un excellent match tag auquel j'ai donné la note méritée de 4 étoiles et demie. On va passer maintenant au numéro 2 de ce classement. Il s'agit de El Hero del Dr Wagner Jr. contre Kaito Kiyomiya. C'était lors du show Noah Wrestle Magic 2024, le 4 mai. 4 étoiles et demie pour la note. Match comptant pour le championnat GHC Heavyweight détenu par Wagner Jr. depuis le 4 février. Titre qu'il détenait alors pour la première fois de sa carrière. Kiyomiya, pour sa part, avait l'occasion de détenir ce titre pour la 3e fois de sa carrière, 1 an après l'avoir perdu la dernière fois. Les deux hommes sont très à l'aise, hein, dans les airs et le montrent, notamment sur le Tope Suicida de Wagner Jr. qui va planter Kaito contre la barricade, puis sur le Tope con Hero spectaculaire de Kaito un peu plus tard. Kaito va ensuite s'attaquer à la jambe droite du champion, histoire de le contrarier dans ses manœuvres aériennes. Superbe contre, hein, du Razor's Edge de la 2e corde avec un Hurricane Rana porté par Kaito Kiyomiya. Superbe enchaînement Dragon Screw, Shining Wizard et Michinoku Driver de la part du champion qui ne récoltera qu'un dégagement à 2 de la part du challenger. Wagner Jr. ratera un moonsault et se tiendra le genou gauche dans la foulée. Son titre est clairement en danger à ce moment-là et Kaito passe à l'attaque. Kick-out très efficace du challenger par la suite sur le Wagner Driver porté par le champion. Le champion est rude, hein, et contre bien les coups et enchaîne avec des coups de boule. Mais Kaito a de toute évidence plus de jus et réussit un très beau Shining Wizard en s'appuyant de la 2e corde. La séquence finale est à sens unique et vient mettre un terme à un excellent mano à mano très physique, du catch virevoltant, technique et dynamique. Les deux catcheurs gisent au sol et le perdant viendra poser son bras sur le gagnant en signe de respect et de reconnaissance. Le vainqueur aura aussi quelques mots pour le perdant et c'est Keiji Muto lui-même, hein, le Great Muta, hein, bien entendu, Hall of Famer de la WWE l'an dernier, qui viendra mettre la ceinture autour de la taille du vainqueur. Tout un symbole puisque c'est Muto lui-même qui avait légué au vainqueur en question le Figure 4 Leg Lock et le Shining Wizard après avoir perdu contre lui lors de sa fin de carrière. En pleine promo backstage, hein, c'est l'inévitable Keno, hein, qui viendra interrompre le champion pour le défier pour un face-à-face hyper intense. La poignée de main est de mise et le challenge est accepté. Un match qui promet déjà beaucoup. 4 étoiles et demie donc pour cet excellent combat à suspense et à émotion. Quand le Puro et la lucha libre entrent en collision comme ça, bah, le résultat ne peut être que bon. Et ça, c'est certain. Et on va terminer ce top 5 et cette vidéo par le numéro 1, le match que j'ai préféré ces 3 dernières semaines. Il s'agit de Shingo Takagi contre Gabe Kidd. C'était dans le show New Japan Wrestling Dontaku jour 2, le 4 mai. 4 étoiles 75 pour la note. Match comptant pour le titre Never Openweight Championship détenu par Shingo Takagi depuis début avril seulement. Titre qu'il détient pour la 4e fois de sa carrière et que détenait encore un certain Tamatonga, hein, en tout début d'année, hein, il faut le noter. En face de lui, un Gabe Kidd qui monte en puissance, hein, à la New Japan. Lui qui avait pris une pause dans sa carrière début 2022, hein, suite à des problèmes de santé mentale liés à la pandémie, confiant même avoir pensé à se suicider. Mais seules 2 choses l'en ont empêché, le catch et sa mère. Mais aujourd'hui, il est au top de sa forme. Il nous offre des performances très intéressantes et celle-ci face à Takagi en fut une nouvelle démonstration.
un véritable match de bonhomme entre deux brawlers qui se sont bien foutus sur la gueule durant tout le match. Ça joue souvent à la limite de la légalité côté Gabe Kidd, notamment lorsqu'il porte une souplesse à l'extérieur sur des chaises. Et Kidd se montrera aussi comme souvent très arrogant, voire insolent, lorsqu'il crachera sur El Desperado, qui était alors au commentaire. Il se permettra même de dégager son adversaire en plein tombé, chose pas banale lorsqu'on est challenger au titre. La montée en régime de ce match est prodigieuse. Gabe Kidd est un challenger ultra coriace qui va beaucoup poser de problèmes aux champions. Pas mal de dégagements à 1 auront lieu, mais qui ne seront pas spécialement gênants ici. On se rend coup pour coup, le match devient fou. Gabe Kidd arrive même à se dégager d'un Tiger Driver 98 porté par Shingo. Gabe Kidd continue de se montrer insolent à base de doigts d'honneur, il ne veut rien lâcher jusqu'à la fin. Le match se termine de façon clean sur un finisher. Cela vient conclure un formidable bourre-pif comme on les aime et comme la New Japan sait les faire lorsqu'elle s'en souvient. Shingo est un patron du ring et sait mettre ses adversaires en valeur comme ce fut aussi le cas ici. À noter que Gabe Kidd est entré avec un peignoir spécialement designé en hommage à Dr. Death, Steve Williams, un peignoir très réussi en tout cas, que je vous invite à regarder. Un match référence pour Gabe Kidd qui va sans doute beaucoup l'aider à s'élever dans la compagnie s'il continue sur cette voie-là. 4,75 donc pour ce petit bijou de brutalité, de suspense et d'émotion hautement recommandé. Voilà, donc ça c'était pour le top 5. Je noterai juste une dernière petite chose, parce que là finalement on se rend compte que, alors c'est le hasard, mais mon top 5 est 100% japonais, on se rend compte. Ça me donne aussi, ça me fait penser aussi que je vous invite, comme c'est férié demain, en tout cas pour la plupart, de regarder demain, même si vous pouvez le faire en direct, à 11h30 du matin, donc c'est un horaire cool pour nous, Marigold, les débuts de la promotion de Joshi Marigold, avec notamment Julia qui sera dedans, avant d'arriver chez VVE, la promotion de Gawa, donc qui a quitté Stardom, pour monter cette promotion, et le premier show a lieu demain matin au Japon, à Tokyo. Voilà, si ça vous intéresse, notamment le Joshi Puroresu, regardez ce show, ça promet vraiment beaucoup, et peut-être que un ou voire plusieurs de ces matchs figureront dans le prochain top 5. On ne sait jamais. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, c'est la fin de cette édition du Morceau Catch. Comme l'indique le visuel, on se retrouve le 26 mai pour la vidéo review du pay-per-view du King and Queen of the Ring, en espérant qu'il y aura des choses intéressantes à raconter. J'espère que... Alors on verra, parce qu'il y a des choses qui peuvent peut-être bouger sur ma chaîne, suite à la déclaration quelque peu inquiétante de Dana White, le patron de l'UFC, qui selon lui voudrait que la VVE ne soit plus en concurrence avec l'UFC et passerait peut-être à nouveau le dimanche pour leur pay-per-view, pour que l'UFC soit tranquille le samedi et pouvoir faire aussi leur power slap le vendredi. Voilà, c'est ce qu'il avait dit. Alors ça serait pas tout de suite, puisque évidemment il y a déjà des pay-per-view programmés les samedis à venir, mais si c'est à partir de septembre, ou en tout cas fin d'année, qu'on commence à voir des pay-per-view de retour le dimanche, ça va beaucoup changer de choses par rapport à ma chaîne, et là j'aurai pas forcément le temps de faire des reviews très rapidement, quoi. Et on se retrouverait un peu dans la position qu'on a vécu, on va dire, il y a quelques temps, on va dire, grosso modo 2019-2020, et même avant, où là je me pétais la santé à devoir faire des vidéos très rapidement. On aura le temps de voir ça, mais en tout cas, je peux vous le dire d'avance, si on retrouve les pay-per-view le dimanche, ça ne me convient pas du tout, et ça changera beaucoup de choses par rapport à ma chaîne, et il faudra revoir certaines choses, ça c'est sûr, parce que c'est pas une bonne chose, pour moi, je suis d'accord d'ailleurs avec Sean Ross Sapp, qui le dit lui-même, Sean Ross Sapp de Fightful, les pay-per-view, pour moi, les pay-per-view de catch, c'est le samedi. C'est pas le dimanche, voilà, c'est le samedi. Ça m'emmerde aussi quand c'est All Elite qui le fait, notamment Double or Nothing, ça c'est dimanche prochain. Ça me fait chier parce que je peux pas le voir en direct. J'étais obligé de le voir en plusieurs fois la semaine. Avec le boulot, c'est chiant. Donc bah oui, pour moi le samedi c'est le jour idéal. Comme ça me permet aussi de faire ma review le dimanche, quoi. Donc voilà, faudra s'attendre malheureusement à ce que peut-être d'ici quelques temps, les reviews de pay-per-view soient, je dirais, compliquées à faire. On verra. Pour l'instant, c'est pas tout de suite, mais et puis il faut que la VVE confirme tout ça, surtout. Mais bon, quand il dit, si Dana White le dit, il faudra quand même le prendre au sérieux. Voilà, c'était la fin de cet aparté. Je vous remercie de bien vouloir aussi liker cette vidéo au plus grand nombre, de partager aussi, si vous avez des gens qui commencent à se mettre au catch, ou à s'y remettre peut-être, après une longue parenthèse. Voilà, en tout cas, je vous souhaite par avance un bon week-end de Pentecôte.
en tout cas si vous chômez demain, et un bon pay-per-view, voilà, avec un horaire à nouveau confortable pour nous, hein, et ça sera encore le cas à Glasgow, donc là on est plutôt bien hein, en ce moment au niveau des horaires. Portez-vous bien, et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, et plus que jamais, vive le catch, et cero miedo. Ciao à tous.